Bienvenue sur le podcast Sublime. Viens, on fait du beau. Le podcast destiné à toutes les personnes qui souhaitent élargir leur vision du beau et le replacer au cœur de leur vie. Un échange de regards sur le beau déjà existant et sur celui qui reste à créer. Des conversations, du questionnement, des confidences, des astuces et des histoires de vie pour nous rappeler que le beau est partout et qu'en chacun de nous sommeille un artiste, un créateur qui a en son pouvoir la capacité de tout sublimer. Je suis Angéline, depuis toujours à la recherche et au service du beau. On fait du beau. Bienvenue en ce nouvel épisode du podcast Sublime, viens, on fait du beau. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marina Le Goff, aide-soignante et amie. Bonjour Marina. Bonjour Angéline. Pas trop stressée, ça va? Ça va. Ça fait du bien des fois de le dire. Ça va, donc. ça va. Moi, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Ok, donc merci de nous rejoindre et de vivre cet inconnu avec nous. Donc, je suis actuellement chez Marina, dans son environnement. On a voulu vraiment qu'elle soit le plus à l'aise possible. Pour vous situer un petit peu, vous, chers auditeurs, nous avons préféré le sol plutôt que le canapé. On est sur le tapis, adossé au canapé. Et Marina m'a accueillie il y a 2 minutes en me disant « Oh là là, je suis encore en pyjama ». Et quand je l'ai vue habillée de cette sorte, je me suis dit « Oh, ça pourrait être un vêtement du Nouvel An pour moi », tellement elle était bien habillée, maquillée et parfumée. Donc c'est dire à quel point Marina aime le beau déjà. Voilà, c'était ma première impression de beau chez Marina quand elle m'a ouvert la porte avec un standard du beau assez élevé sur elle en tout cas. Et là, j'avais pas l'impression. Et elle a aussi un très 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 beau sourire qui est presque plus grand que son visage, Marina. Et j'aimerais que vous puissiez le voir, mais je le garde pour moi pour cette conversation. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, Marina, on a l'habitude dans ce podcast de faire une pause, de retrouver son assise et de prendre juste 3 respirations ensemble. Donc on peut fermer les yeux, parce qu'à partir du moment où on ferme les yeux, le mental s'apaise. Donc dès que vous êtes prêt, vous pouvez inspirer par le nez et soupirer. Une dernière fois, on évacue les tensions et on revient au moment. Et tout va déjà mieux. Alors Marina, je ne t'ai pas présentée puisque je vais te laisser te présenter toi-même. Mais avant, j'aimerais quand même qu'on présente aussi cette autre présence qui est avec nous et que vous, chers auditeurs, vous entendrez peut-être parfois dans le micro. Et c'est Elliot, mon petit chien, mon bébé chien. Voilà. J'en suis complètement gaga. Elliot c'est le roi de la maison. Voilà, qui est actuellement juste à côté de Marina sur le canapé en train de dormir. Donc il est possible que vous entendiez des ronflements. Ce n'est pas nous, c'est Elliot, le chien, juste à côté. C'est quoi comme chien d'ailleurs? Je connais pas. C'est un cocker anglais. Ok. Un cocker anglais qui a 12 ans, qui m'accompagne depuis 12 ans. Il est magnifique. Qui m'apporte énormément. Le poil noir tout brillant. Oh oui. On dirait qu'il porte la même tenue que ton pyjama d'ailleurs, ton pyjama du 31, qui est magnifique. On est assortis tous les deux. Donc Elliot sera... J'en prends soin. Je veux qu'il soit beau. Voilà, encore une manifestation. J'aime quand on me dit « Oh, votre chien est beau ». Et j'en suis fière. Et juste avant, d'ailleurs, quand on devait se rencontrer un petit peu plus tôt aujourd'hui, et Marina m'a envoyé un texto en me disant est-ce que tu peux venir un peu plus tard, s'il te plaît, parce que là, je suis en plein dans le rangement et dans le nettoyage de mon appartement. Parce que, vois-tu, j'aime qu'il soit beau et rangé. Et je fais « Ok, on va en parler. » Donc, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Cet épisode va différer un petit peu des autres épisodes, puisque on va approcher une autre dimension du beau. Jusqu'à maintenant,
qui jusqu'à maintenant était plutôt dans... Alors même si on a approché chaque fois le beau dans sa vision assez large, j'ai reçu jusqu'à maintenant des artistes. Et j'ai pensé à Marina pour cet épisode, puisque j'ai tout de suite, bien sûr, remarqué sa relation intime avec le beau, mais un beau que je ne connaissais pas, ou pas aussi bien en tout cas, que le beau de l'art, qui pour moi est très familier, et que je recherche et que j'essaie de servir au mieux. Toi, c'est un tout autre beau que tu sers, de par ton travail, justement. Donc il y a ça, et après on va parler des autres manières, des autres liens au beau. Mais est-ce que tu pourrais donc nous te présenter la façon dont tu veux, et après parler un peu de ce que tu fais? Alors, je m'appelle Marina, je suis aide-soignante. Je suis aide-soignante depuis 95-96. Pourquoi j'ai choisi... je suis aide-soignante, donc pourquoi j'ai choisi cette profession par hasard, à vrai dire. J'étais plus dans le commerce. Et pour le côté humain. Je recherchais la relation, la communication. Et ma mère travaillait dans un hôpital. Et donc l'été, les enfants du personnel étaient privilégiés. Donc j'ai commencé un remplacement d'été dans un hôpital, dans un service de maison de retraite. Et j'ai adoré, j'ai trouvé ma voie. Malgré que les premiers jours ont été compliqués, de voir le corps de la personne âgée. J'imaginais pas que notre corps pouvait changer à ce point. J'avais 20 ans. Et j'ai trouvé les filles et puis les hommes, les soignants, j'ai trouvé beau ce qu'ils faisaient. Et ils m'ont donné l'envie de faire cette profession. Et mon cousin travaillait à cette époque-là dans cet hôpital. Et c'est lui qui m'a aussi poussée à continuer dans cette voie et à passer le concours. J'ai tout de suite eu ce déclic en me disant c'est ça que je veux faire. Et aujourd'hui, tu travailles dans quel lieu ? Et aujourd'hui, je travaille à Saint-Brévin, à l'EPMS. Donc, c'est un établissement dédié aux personnes handicapées, en situation de handicap, différents handicaps et de tout âge. Et j'y travaille depuis 1 an. Et avant, j'ai travaillé en EHPAD. J'ai travaillé en soins palliatifs dans un hôpital pendant des années, accompagner les gens en fin de vie. J'ai travaillé dans un centre de rééducation avec des accidentés de la route. Et je me disais, pourquoi pas en fin de carrière, je ne connais pas le monde de l'handicap et ça m'attirait. J'avais envie de connaître ce monde que je ne connaissais pas. Et tu n'en avais pas peur, justement ? L'inconnu souvent fait peur. Est-ce que... Si, j'ai réfléchi. J'avais envie et j'avais peur de... Est-ce que je vais réussir ? Est-ce que... réussir pour toi ? Est-ce que je vais réussir à m'adapter ? À répondre à leurs besoins ? Est-ce que je vais réussir à les comprendre ? Parce que certains, il n'y a pas de communication verbale, c'est que la communication non verbale. Est-ce que je vais réussir à détecter leurs besoins, leurs souhaits Et jusqu'à donc ce poste
avec donc, les personnes handicapées. Jusqu'à ce poste-là, tu as toujours travaillé avec des patients qui avaient qui parlaient justement, qui pouvaient exprimer leurs besoins. J'ai travaillé avec différentes populations. J'ai travaillé en EHPAD mais avec des personnes âgées qui rentraient parce qu'ils ne pouvaient plus rester chez eux à leur domicile, qui demandaient des soins, de la surveillance quotidienne, nuit et jour. Et après, j'ai travaillé dans un service avec des personnes âgées, handicapées, qui justement venaient de cet établissement, parce qu'arrivés à un certain âge, ils ne peuvent plus rester à l'EPMS. Donc je connaissais quelque part, mais c'était chez la personne âgée. Donc je me disais peut-être que les besoins sont différents. Et là, c'est avec des jeunes, des adultes. Et donc je me disais, la relation sera certainement différente. Et alors justement, 1 an après, toutes ces inquiétudes, ces doutes que tu avais au départ, est-ce que maintenant tu penses... as-tu toujours ces mêmes doutes? C'est-à-dire, est-ce que tu te demandes encore, est-ce que tu réussis? Est-ce que tu as réussi? Ou est-ce que tu as l'impression d'avoir justement développé un nouveau langage, un nouveau moyen de communiquer avec eux? Oui, complètement. Complètement. Et quand j'ai commencé les premières semaines, j'étais plus un petit peu dans l'observation de mes collègues, comment elles communiquaient, comment elles arrivaient à communiquer avec les patients. Et comment j'étais beaucoup dans l'observation. Et en fin de compte, ça se fait tout seul, quoi. Ça se fait tout seul en lisant déjà de toute façon les dossiers, leur histoire de vie, les filles qui m'ont bien, je dirais, qui m'ont bien accompagnée, en me les présentant. Leur handicap, leur pathologie. Quand tu mentionnes, ce qui t'a aidé, c'est aussi de lire leur histoire de vie. On se rend compte qu'ils en sont là à cause d'une série de circonstances qui ont fait que voilà, ils en sont là aujourd'hui. Oui. Donc en fait, on les comprend peut-être mieux à ce moment-là. Puis si on ne prend pas connaissance de leur histoire de vie, comment comprendre leur comportement, c'est une aide pour communiquer et puis pour les accompagner tous les jours et faire ce qu'ils aiment parce qu'ils ne peuvent pas le dire verbalement, et puis faire connaissance aussi avec la famille qui nous parle d'eux, de ce qu'ils aimaient, ce qu'ils faisaient avant, et c'est primordial, quoi. C'est pour les aider du mieux qu'on peut tous les jours dans les gestes de la vie. Oui, et ça me ramène même au-delà. Alors là, on parle d'une situation extrême qui est ce handicap, même au-delà de ça, en général, ça s'applique à tout le monde. Et moi, je me le rappelle souvent, enfin très fréquemment là d'ailleurs ces derniers temps, c'est cette phrase qui me revient. C'est on ne connaît pas l'histoire des gens, en fait. Et juste de se souvenir de cette phrase, ça nous permet, en tout cas moi, ça me permet de cultiver un peu plus de compassion et de tolérance envers les personnes que je rencontre, que je viens de rencontrer pendant juste 5 minutes, ou qui ont peut-être une réaction un peu intense, ou que je juge un peu exagérée. En fait, on ne connaît pas l'histoire. On ne sait pas ce qui a fait qu'aujourd'hui, ils en sont là. Handicap ou pas, en fait. Mais de se rappeler de ça, que chacun arrive avec ses bagages, et qu'en fait, on fait du mieux qu'on peut. Même si, bien sûr, ça ne justifie pas tout, et on est là pour être le miroir de l'autre et aider l'autre. Mais je pense que c'est vraiment une chose importante de se souvenir du bagage de chacun, en fait. Éviter le jugement, quoi. Éviter le jugement qui est trop facile et qui est injuste, parce qu'on ne connaît pas l'histoire de vie des gens. Donc des fois, il y a des réactions, oui, mais
pourquoi. Donc il faut peut-être des fois aller creuser, chercher le pourquoi. C'est ce qu'on fait, nous, dans notre travail. C'est ce qu'on fait quand ils ont des troubles du comportement. Et ben on va creuser, on va essayer de chercher à comprendre, mais pourquoi. Tout cela en équipe, tous ensemble, tous dans la bienveillance et on cherche des solutions, quoi. Donc, tu as parlé de différentes populations, on peut appeler ça comme ça, justement, différentes catégories de personnes vulnérables, si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que toutes ces personnes ont en commun ? Je trouve que c'est une belle leçon de la vie. C'est une très belle leçon de la vie, parce que nous, on se plaint, on marche, on voit, on parle, on mange, on danse, on chante. Et des fois, on se plaint pour des bêtises. Et eux, mais quand je les regarde, ils sont toujours heureux. Ils sont toujours la patate. Ils ont le sourire quand on arrive le matin. On ouvre la porte, on ouvre les volets doucement. Et quand ils nous voient, ils ont un sourire. Et je dis, punaise, mais c'est beau. On arrive au bout. Oui, mais bien sûr. Et je pense qu'il faut prononcer ce mot. C'est beau, moi, ça me donne du baume au cœur. Et ces sourires, ces regards qui nous donnent me donnent l'envie de continuer ce métier et d'être fière. Tu réalises que ce que tu fais est beau. Tu réalises ça. Oui. C'est très beau. Oui. Que toutes ces personnes que tu regardais quand tu étais plus jeune, en stage, dans cet hôpital où ta maman travaillait, tu as dit au tout départ, tu as dit, oh, il faisait quelque chose de... C'était beau ce qu'il faisait, tu as dit. Oui. Là, tu te rends compte que tu fais partie de ces personnes et que tu fais du beau. Vrai. Oui, c'est vrai. Moi, ça m'a choquée, mais dans le très bon sens du terme. C'est que, en fait, quand tu as commencé à énumérer, donc je ne savais pas que tu avais travaillé avec toutes ces catégories de personnes. Et quand tu as cité toutes ces personnes, enfin toutes ces catégories, je me suis dit, ok, donc tu as travaillé avec des personnes âgées, Oui. tu as accompagné les fins de vie, donc tu as travaillé avec la vieillesse, donc la très grande vieillesse, j'imagine, la vieillesse vraiment décadente. Tu as travaillé avec la mort, pour le coup, parce que tu accompagnes les gens en fin de vie, et tu travailles avec les personnes avec des handicaps assez sévères, très sévères d'ailleurs, très sévères. Et en fait, pour moi, ces trois choses, il y en a sûrement plus, mais ces trois choses sont des choses qu'on pourrait ou qu'on catégorise d'assez moches, en fait, dans notre société. Tu vois ce que je veux dire quand je dis moche ? C'est pas du tout ce que je pense. Mais en fait, la mort, on veut pas la voir, on veut surtout pas se confronter à elle parce que, non, c'est pas beau. Je crois que vieillir, c'est même... on a plus peur même que la mort, je crois. Et puis, le handicap, le handicap fait peur parce qu'en fait, on cache. C'est comme si, voilà, ces trois choses sont, j'ai dit moche, mais ça peut être qu'on peut catégoriser de ça, les qualifier de moche. On peut qualifier aussi parfois de honteux. Ce sont des choses, tout ça ces trois catégories, des choses qu'on cache aussi. Faut pas parler. Voilà, c'est ça. Quelque chose qu'on tait, qu'on cache, dont on a honte. Et toi, c'est quand même, c'est un sacré chemin de vie quand même, que tu aies eu cette envie assez tôt. Et en même temps, quand je te regarde et que je t'écoute en parler, cette aisance à aller sur ce chemin. Et en fait, à chaque fois, d'aller même encore un peu plus loin. Enfin, t'étais dans la vieillesse, t'allais vers la mort, t'allais vers le handicap. Enfin, à chaque fois, tu vas plus loin et tu te lances ces espèces de défis. Oui, c'était un défi. Ouais. Que ça m'appelait depuis un moment, j'avais envie. Je connais pas, j'ai envie de découvrir ce monde et j'ai des copines qui ont le courage, je dirais, de partir avant moi pour connaître ce monde de l'handicap et qui m'ont dit mais ça va te plaire, mais viens, tu vas voir, c'est chouette, c'est beau, c'est génial, on fait des choses, mais on fait plein de choses avec eux. Et toi qui adores tout ça, mais tu vas t'éclater et je m'éclate aujourd'hui avec eux, quoi. Ouais, on fait aller faire une balade à vélo avec eux, un concert. Je vais parler de ce moment-là parce que j'ai trouvé ce moment super beau quand
quand Guy, mon ami, notre Guy, quand Guy et Anthony et Florian sont venus jouer pour la fête de la musique. Étant donné que voilà, mon ami... Notre ami, on s'est connus grâce à ce monsieur Guy. Qui sera content d'ailleurs si on lui fait une petite dédicace, puisque il nous a permis de nous rencontrer, c'est vrai. Il a permis à beaucoup de personnes de se rencontrer. C'est un peu le centre d'un très grand réseau. Oui, tout à fait. Hashtag essayer de trouver la soirée châtaigne dans le 44 tous les mois d'octobre. Et oui, donc Guy, avec qui je fais de la musique. J'ai fait de la musique pendant longtemps. Et donc je suis très contente qu'il soit venu jouer. Et je leur ai demandé, tout de suite, ils ont dit oui, quoi. Qu'as-tu vu, toi, sur les patients, justement, les résidents, à ce moment-là ? Quand je suis arrivée, ils étaient tous heureux. Bananes. Et ils chantaient, ils dansaient à leur façon. À leur façon. On voyait des sourires. Dès que la musique a commencé, pour eux... ils se sont mis tout de suite dans l'ambiance, quoi. Alors que nous qui n'avons aucun handicap, enfin voilà, on est... en bonne santé. En bonne santé, on va dire. Nous, on n'ose pas. Oui. Nous, on ne va pas oser. Il va falloir attendre un petit peu avant d'aller danser, avant de chanter, parce que le regard des autres... Et puis, on est encombré par notre propre corps. C'est fou, alors que notre corps va bien. Oui. Et eux semblent enfermés dans leur corps. Et pourtant, dès qu'ils peuvent, il y a une extériorisation. Oui. C'est fou, hein. Mais c'est ça. Ils se posent pas de questions. Il n'y a pas l'intervention du mental, comme nous, qui va venir, la voix critique et tout ça. Et là encore, je trouve que c'est... quand je les voyais, c'est encore une leçon de la vie. On les accompagne, mais c'est un échange, à vrai dire, parce que eux, par leur comportement, leur réaction... punaise, mais c'est eux qui ont raison, quoi. Nous, on se pose trop de questions. Ils vivent sans se soucier du regard des autres, et c'est ça qui est beau. Oui, mais c'est fou comme on peut être loin quand on n'est pas, justement, quand on ne s'est pas confronté à ce milieu, quand on n'est pas allé visiter ce milieu, comme on est loin de la réalité, en fait. Ouais. Parce qu'on dit tout l'opposé à l'extérieur. Et donc, tu as fait allusion un peu, on a eu un sourire à ce moment-là d'échanger. Pourquoi moi aussi j'ai eu envie, et ça a été j'ai eu aucun doute sur la nécessité de te recevoir, de recevoir quelqu'un qui représente justement ce métier d'être soignant, et particulièrement dans cet espace-là, donc avec personnes handicapées. C'est parce que moi, c'est assez récent pour moi, par contre, donc j'ai vraiment pas du tout la prétention de faire autant que que tu œuvres justement dans ce milieu-là. Mais ces derniers mois, on a donc avec Cédric, mon ami, cette fois-ci, on a donc joué une fois par mois dans le lieu dans lequel tu travailles, justement. Et j'aimerais d'ailleurs honorer ici Élise, qui est une des patientes, une résidente, qui donc est dans ce lieu-là, et qui est la fille de Franck et Béatrice, à qui j'envoie des baisers, et qui nous ont demandé et qui nous ont fait confiance pour justement venir et jouer dans cet espace pour Élise et ses amis et ses colocs. Donc une fois par mois on va là-bas, sauf que pour moi c'était vraiment une première. Alors pour le coup, toi tu t'as plongé dans ces univers-là assez rapidement. Ouais. Moi je pense que j'ai été surprotégée, alors surprotégée par d'autres peut-être, mais surprotégée aussi juste par moi-même. J'étais, on peut dire surprotégée, on peut dire peut-être... peureuse de ce qui pouvait être un peu de ce qui pouvait me perturber, de ce qui pouvait être moins beau, je sais pas trop, mais dans tous les cas je n'ai pas été confrontée aux personnes handicapées en général, et je m'en suis rendu compte que le jour où je suis allée dans ce centre pour la première fois, et je vais juste le raconter parce que c'est je suis ressortie en fait je suis ressortie de ce lieu avec un gros mélange d'émotions. Mais la première émotion, celle qui dominait, c'était en fait une colère. Je suis sortie de ce milieu en colère. Donc il y a eu quelqu'un qui nous a fait visiter les lieux, donc j'ai vu les résidents, j'ai vu donc il y en a pas mal qui se baladent dans les couloirs. Alors pour ceux qui peuvent marcher, ils marchent comme ils peuvent, d'autres sont en fauteuil roulant, voilà. Et donc il y en a, je me rappelle, il y a d'ailleurs un résident qui est venu directement, qui est venu me prendre la main, qui m'a pas lâché la main,
Moi, j'étais apeurée, première fois que j'étais dans un lieu comme ça, que je voyais des gens comme ça, parce que visuellement aussi, c'est vraiment des visages qu'on n'a pas l'habitude de voir, des corps, des formes qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est vraiment quelque chose de très nouveau, en fait. Et moi, donc, je me suis pris tout ça à la figure, et il y a ce monsieur qui est venu me tenir la main, et j'ai vu ça comme un signe de l'univers qui me disait « Hey, n'aie pas peur, c'est nous, on est là. » Et en fait, j'ai l'impression que c'est lui qui m'aidait. C'est lui qui est venu me prendre la main et qui m'a fait me promener dans le reste du lieu. Donc rien que ça a été bouleversant parce que j'étais face à ce monsieur qui, pour moi, au départ, avait besoin d'aide et en fait, c'est lui qui m'aidait parce que c'était moi qui étais la peureuse dans l'histoire, c'était moi qui étais l'ignorante dans l'histoire, c'était moi qui vivais dans ma petite réalité complètement coupée de ce qui existe vraiment, puisque ces gens-là existent dans ce monde et font partie intégrante de l'humanité, en fait. Et donc, cette colère, quand je suis sortie, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible d'avoir attendu jusqu'à maintenant, j'ai 33 ans, et en fait, jusqu'à maintenant, c'est pas croyable que j'ai pas été, qu'on m'ait pas même forcée, ou qu'on m'ait pas invitée à aller dans ces milieux-là, en fait. Et j'ai eu une colère contre une indignation, contre je sais pas quoi, hein, on peut dire système, on peut dire même l'école, même tous ces lieux, toutes ces structures qui nous éduquent, qui ont cette prétention de nous éduquer, en fait, de pas nous amener vers ces milieux-là, vers vraiment cette connaissance de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, en fait. Voilà, les humains, c'est tout ça. C'est tout ça. Ouais. Et en fait, là, j'avais vécu jusqu'à mes 33 ans en n'ayant aucune idée que ces personnes-là existaient. Et je suis sortie mais avec une colère et en me sentant vraiment bête, en plus, enfin, tu vois, vraiment ignorante. Et après, il y a plein d'autres émotions qui sont venues, bien sûr. J'ai aussi remarqué qu'il y avait une forme de tristesse, il y a la pitié qui s'en mêle, il y a plein de choses qui sont inconfortables à ressentir, mais qui sont là, en fait. Et du coup, il y avait tellement d'émotions que j'ai aussi eu un peu de compassion envers moi-même et tous les gens qui se sont jamais confrontés à ces personnes-là. En fait, je comprends, je suis pas à les blâmer parce que j'étais cette personne-là aussi, et je comprends parce que c'est tellement intense ce qu'on peut ressentir qu'en fait, on préfère ne pas y aller, en fait. On peut très bien vivre sans savoir que tout ça existe. Mais une fois qu'on a passé le seuil, c'est-à-dire qu'une fois moi j'ai eu cette première rencontre, et après, surtout, le premier concert, là, mais j'ai l'impression déjà de m'être rapprochée de toi, juste d'âme à âme, en fait. Ouais. Et je me suis dit, mais ok, en fait, je comprends. C'est comme si d'un coup, j'avais accès à une dimension de toi que j'ignorais complètement. Et là, j'ai mesuré la grandeur de ce que tu faisais, toi, au quotidien. Moi, j'y vais une fois par mois, tu vois, avec Cédric, on y va une fois par mois. Et en plus, on est quand même dans notre zone de confort, même si le milieu n'est pas une zone de confort, mais on est sur notre tapis à jouer de la musique qu'on joue d'habitude. On est dans notre musique, donc on est dans cette bulle. Donc il y a quand même un minimum de confort. Et moi, je me suis dit, mais toi, tu fais ça... Enfin, vous, toute l'équipe, hein, tu représentes vraiment tous ces gens-là qui font des choses incroyables. Et tous les jours, tu fais ça. Et tu gères ces moments du quotidien, en fait. Et je vais rajouter, parce que moi j'ai peut-être cette voix qui va peut-être résonner avec ceux qui nous écoutent, qui sont complètement nouveaux, qui connaissent pas du tout ce milieu-là. Et vraiment, je l'ai vécu et je le vis à chaque fois. Il y a vraiment un langage qui se développe. Et c'est incroyable comme notre sensibilité se développe. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression qu'entre nous, avec des gens en bonne santé par exemple, hors handicap, on passe à côté de tellement de choses. On voit pas les signes de l'autre, on voit pas on pourrait passer 1 heure avec quelqu'un sans savoir que cette personne va mal, par exemple. Combien de fois, je sais pas si toi ça t'est arrivé, mais des fois t'es avec des gens et puis après t'apprends que en fait cette personne-là a passé la pire journée de sa vie, et toi t'étais tellement absorbée par, je sais pas, par toi-même ou par quelque chose que t'as même pas vu les signes qu'elle était pas bien. Ça nous arrive tout le temps, ou souvent en tout cas, ou ça nous est déjà arrivé. Mais quand j'étais face à ces gens-là, en fait ces personnes handicapées, le moindre mouvement du petit doigt, le moindre début de sourire, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas sourire, le moindre œil qui s'écarquille, mais c'est une victoire. Je sors de là-bas à chaque fois, après 1 heure de musique, je vois en fait le progrès entre le début et la fin de la séance, et à quel point il s'éveille en 1 heure de musique en fait. Et 1 heure, je dis musique, ça peut être la musique, mais en gros c'est quoi ? C'est 1 heure d'être ensemble, 1 heure de stimulation, 1 heure de présence, en fait. On est vraiment là pour eux et tout le monde est présent à ce moment-là. Et les bienfaits que ça a sur eux et sur nous aussi, hein, parce que nous, c'est une grande leçon, comme je dis à chaque fois. Enfin, c'est impressionnant. Il faut vraiment le vivre pour mesurer l'impact. Ah oui, mais complètement.
La musique, quand on les voit, ils dansent à leur façon, ils- on les voit émerveillés, leurs yeux qui brillent, qui nous donnent la main, Oui, et les sons oui, qui poussent. Oui, oui. Les sons qui poussent. Ils cherchent nos mains, ils cherchent le contact pour c'est leur façon de danser, de partager. Ils donnent la main pour partager ce moment. On est ensemble et c'est un super moment qu'on partage. Et puis les cris qu'ils font. Ouais. Les cris qu'ils font. Mais qui peuvent être perturbants au départ, parce que la première fois que j'ai entendu les cris, et c'est là que je me suis dit, en fait, si on veut vraiment percevoir tout ce beau dont on parle là, si on veut vraiment percevoir ce beau, en fait, ça demande, nous, de renverser toutes nos croyances. Tous nos critères tombent à l'eau, en fait. Tout ça, on peut plus arriver avec ces critères-là. Parce que du coup, si on entend un cri, moi, quand je suis arrivée toute neuve dans ce milieu, un cri, pour moi, c'était « Oh, ils aiment pas, ils sont pas bien ». C'était quelque chose d'hyper négatif. Et là-bas, on se rend compte que non, en fait, ils crient parce qu'ils sont vivants sur le moment, parce que pour eux, c'est chanter, parce que c'est leur cri de joie, leur cri de présence. Mais c'est tout à fait ça. C'est fou, et ça fait tomber tous nos critères. Tout à fait. Ouais, quand ils sont là, il y a la musique, ils crient, ils regardent dans l'air, ou ils nous regardent, ils lèvent les mains, les bras, mais c'est chouette, quoi. Et puis, ils nous regardent, ils nous cherchent. Ils nous cherchent du regard. Ça, oui. On voit très bien. Moi, de l'autre côté, je vois très bien, à chaque fois, il y a une aide-soignante avec eux. Et je vois la relation que vous avez avec eux. C'est impressionnant. Les piliers que vous êtes, en fait. Ouais. Ils sont là, ils nous regardent. Ah oui, elle est toujours là. Ah, elle est là. Tiens, elle me donne la main. Oh, je lui serre la main. Et c'est chouette. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu un concert pour les anniversaires. J'étais avec un résident. Pendant tout le concert, il m'a donné la main, quoi. Et on dansait à notre façon en se penchant et il suivait l'air de la musique. Mais c'était chouette. Alors, il y avait un autre qui me regardait, pas content. Et je suis là aussi, moi. Ça, tout est amplifié, en fait. Toutes les émotions sont amplifiées. Parce qu'il me regardait, il tournait la tête, il me voyait bien que j'étais avec un autre. Il y avait un petit peu de jalousie. Mais ça reste beau. Oui, mais c'était beau. C'est beau parce que c'est vrai. Il s'est mis à crier. Mais viens un avec peu d'attention, moi aussi, c'est ça. Ouais. Je suis là aussi. Donc, je suis allée le voir. Donc, mais voilà. c'est beau parce que c'est authentique. Ça vient du cœur. Quoi qu'il fasse, ça vient du cœur, en fait. Et du coup, il a arrêté de crier. Il était content. Et puis, on dansait tous les deux à notre façon. Mais il avait ce petit sourire en coin. Et elle a compris. Elle est là. Et il a eu ce qu'il voulait. Ouais, mais c'est chouette parce qu'il nous cherche tous, quoi. On peut facilement dire que ils sont dans leur monde, etc. Mais en fait, ils cherchent toujours à communiquer. À leur manière. Oui, mais oui, ils nous regardent, ils aiment bien être avec nous. Quand on est à notre pause, on fait du ménage, on prépare le repas. Quand on prépare le repas, ils savent très bien, quoi. Ils sont là en train de regarder. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mettent, qu'est-ce qu'il y a à manger, quoi, quelque part. Mais c'est marrant quand on les voit. On dirait les petites mouches là qui arrivent. Puis quand on commence à donner à manger à certains, on ne peut pas donner à manger à tout le monde en même temps, bien évidemment. Et certains, ils crient. Moi j'ai faim. Oui, il n'y a pas de bonne manière. En fait, tout tombe, vraiment tout tombe, tous les codes, tout ça, c'est juste, c'est authentique. Et du coup, il n'y a pas non plus cette notion de... puisqu'il n'y a pas de mental, il n'y a pas cette notion de rancœur, il n'y a pas cette notion de... Pas du tout, en fait. Chaque seconde, on repart au point zéro, dans le sens où on part de ce principe que je t'aime, dès le départ, en fait. C'est ça, c'est je t'aime. Ils vont aimer directement. Oui, mais c'est ça. Ouais. Et puis, ils vivent le moment présent. Pas comme nous. Pas comme nous qui pensons des fois au passé, au futur. Et vivons le moment présent. C'est tellement beau de vivre le moment présent. On le vit à 100%. Au lieu de penser à demain, au lieu de penser à hier. Être là, tout simplement. Avec tout ce qu'on a dit là, est-ce que tu pourrais nous donner une petite, une courte ou pas d'ailleurs, définition de ce qu'est le beau ? Ce qui est beau pour moi dans mon travail,
c'est quand je vois nos résidents heureux, quand je les vois heureux avec le sourire, ou qui cherchent un câlin, parce que ils ont besoin de tendresse. Ils ont besoin de tendresse et il nous faut comprendre qu'ils ont besoin de tendresse à ce moment T. Et quand on les voit qui nous tendent la main, je pense à une dame, et elle cherche, elle veut le contact, et on va lui faire, on va la câliner, on va se prendre dans les bras, se serrer, et faire des bisous, et quand on voit la joie qu'ils ont, le sourire, et c'est ça qui est beau. Quand on fait des sorties restaurants, quand on les voit, quand ils voient arriver leur assiette, une belle assiette avec du poisson. Je pense à une dame, quand elle avait vu cet été, elle m'a regardé, elle a regardé le serveur, l'assiette. C'est pour moi. Donc ils sont sensibles au beau, c'est ça qu'on oublie, ils sont eux-mêmes sensibles au beau. Oui, eux aussi. Ils cherchent au beau quand ils ont vu, et quand elle a vu cette assiette qui était pour elle et bien présentée. Donc c'est profondément humain en fait. Chaque humain cherche le beau, qu'on le veuille ou non en fait. Oui. Ouais, quelque part, ouais. C'est magnifique. Et pour nous, nous, on va au restaurant quand on veut. On se rend même plus compte peut-être de l'assiette comme elle est belle. Et Oui, et comme elle a été préparée, il y a le beau dans le visuel, mais il y a aussi le beau, le fait que quelqu'un ait préparé quelque chose pour toi à ce moment-là. Voilà, c'est un cadeau. Comme on les voit avec les yeux qui pétillent, et du coup, nous aussi, on a nos yeux qui pétillent, de les voir heureux comme ça. Moi, ça m'a... ça me donne, quand je les vois, heureux. Moi, je suis heureuse. Je suis heureuse de les voir heureux, quoi. Et tu arrives justement à maintenir cet état d'émerveillement, parce que même là, vous n'avez pas l'image de Marina là, quand vous nous écoutez. Mais moi, quand je vois Marina parler de tout ça et parler justement de cette scène avec ce poisson, et voilà, il y a le visage de Marina qui s'est illuminé, c'est impressionnant. Et justement, est-ce que tu arrives à maintenir cet état d'émerveillement? Est-ce que tu dis à chaque fois, ces gens-là, ton travail, sont vraiment un condensé de leçons de vie? Est-ce que tu arrives à transposer ça, à appliquer ça dans ta vie? Bien sûr, on retombe souvent dans nos penchants, mais est-ce que tu penses que ça t'a aidé à t'émerveiller tout le temps, hors du travail? Ça m'a aidé à relativiser. Je dirais que ça m'a aidé à relativiser sur certaines choses. Des fois, on se prend la tête pour des bêtises, quoi. Puisque chaque moment que tu vis dans ton travail c'est très grand, en fait, puisque c'est énorme ce que vous donnez à ces résidents et ce qu'ils vous donnent en retour. C'est des grands moments, en fait. Mais on se rend pas compte de... Je sais pas, Est-ce que tout ne semble pas futile à l'extérieur, du coup? Ou est-ce que tu arrives à retrouver ce beau aussi à l'extérieur? Oui. Ok. Ah oui. Je dirais quand je rentre à la maison, je vois mon chien mon petit bébé qui t'attend, qui m'attend, qui me fait la fête. C'est du baume au cœur. Ouais, ça c'est beau. Quand je rentre chez moi, et quand je vois évidemment Guy qui te fait la fête aussi, j'espère. Il fait la fête, mais différemment. Voilà. Quand Guy t'attend avec un très bon dîner, des fleurs sur la table, et un cadeau dans l'assiette. Guy, tu feras ça pour la prochaine fois. Mais quand j'ai fini ma journée et qu'il est là, ou que je vais chez lui et qu'il m'a préparé un petit repas, ça fait du bien, c'est chouette. C'est touchant, et des moments où ça peut être un petit apéritif, mais c'est des moments simples, mais qui font tellement du bien, quoi. Une balade dans la nature, se partager un film, tout ça c'est beau, ces moments de partage aussi avec la famille, les amis, et c'est hyper important. Mais pas que dans les bons moments, dans les mauvais moments aussi, quoi, d'être là pour les autres.
Oui, on peut trouver ce beau-là justement dans les moments qu'on jugerait plutôt moins beaux. Oui. Mm. Et être là, savoir être là pour les autres et pas qu'au travail, mais à l'extérieur, aider les siens aussi. Oui, c'est vraiment la façon dont on parle, c'est vrai. Enfin, on entend bien que c'est vraiment ta mission de vie en fait. Parce que sinon, ce serait qu'un travail et tu pourrais sortir du travail et juste oublier tout ça et en fait vivre sans se soucier autant des autres, même au contraire. Et je pourrais comprendre que certaines personnes sortent du travail en fait d'avoir tant donné. Après, ces personnes-là pourraient vivre leur vie justement presque renfermées sur eux-mêmes ou même sans avoir grande conscience des autres autour parce que en fait vous donnez tellement. Mais toi, de ce que tu dis, et en te connaissant quand même un petit peu, je vois bien que oui, tu vis comme tu travailles, c'est-à-dire avec cette générosité, cette présence pour les autres, en fait. Et c'est magnifique, c'est là qu'on voit que c'est un travail, enfin c'est beaucoup plus qu'un travail, en fait. Oui, c'est que... oui, moi je me sens... c'est comme naturel, je suis au travail comme je suis dans la vie. Et elle est belle, la vie. Et bien justement, question difficile pour beaucoup. J'espère qu'elle ne sera pas difficile pour toi. Qu'est-ce qu'il y a de beau chez toi? Ah, je sais pas si vous avez entendu là, le ronflement d'Eliott. Je pense qu'il vit sa meilleure vie là. Voilà, Eliott. Promis, c'est pas Marina, c'est Eliott. Ah, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de beau chez toi? Alors, chez toi, pas chez toi, ton appartement, mais chez toi, en toi. Ma générosité. Ouais, je pense, ma générosité, mais pas générosité. Je pense pas que au cadeau, la générosité du cœur, je dirais. Donner de l'amour, donner de l'écoute, de la tendresse, c'est pas que matériel. Je me dis que la vie c'est ça, c'est donner ce qu'on peut, donner, parce qu'il y a des fois où on est fatigué et on ne peut pas donner. Donc dans ces moments-là, c'est important aussi de se donner à soi du temps pour se reposer, pour se ressourcer aussi, pour pouvoir justement donner encore davantage et savoir écouter son cœur, son corps. Et moi, je dirais que la vie, c'est donner, partager. Et des fois, je trouve que le monde, quand on dit beau, des fois, le monde n'est pas toujours beau. Quand on écoute les actualités, et, ça fait mal. Ça fait mal et c'est dommage, quoi. Donc, malgré tout, j'ai envie de continuer à donner. Et j'aimerais tellement qu'on soit, je sais pas, un langage universel. Ouais. Ça l'est, je pense qu'on l'a juste oublié. Ouais. Mais petit à petit, je pense qu'une bonne action après l'autre, on découvre tout ça. Ça a été enfoui un peu. Mais ne pas, c'est peut-être le message qu'on peut laisser, terminer sur ça, c'est que ne pas minimiser ce qu'on pourrait juger comme des petites actions ou des petits détails. Il n'y a pas de petits détails, il n'y a pas de petites actions. Tout va avoir un impact sur le tout. Et de dire une chose, même pas de dire, ça peut être juste de laisser un sourire à quelqu'un. On ne sait pas l'impact. Comme on dit au départ, on ne connaît pas l'histoire des gens, on ne sait pas l'impact que ça peut avoir sur la personne. Ne pas juger et... oui, c'est vrai, mais un sourire, un regard, mais c'est énorme. C'est déjà donné, c'est tout donné. C'est déjà donné. C'est donner de l'importance à quelqu'un, de l'amour, de toucher aussi. Le toucher, c'est hyper important. Et avec les résidents, ils ont besoin. On a besoin du toucher. Alors, on pourrait continuer, mais je pense qu'on a dit beaucoup. Et j'espère, vous qui nous écoutez, j'espère que le témoignage de Marina a pu élargir votre vision du beau et vous a peut-être donné aussi cette envie d'aller vers l'inconnu, dont parlait Marina, d'aller vers ce qui vous fait peur ou peut-être le genre de personnes qui pourraient vous faire peur de par leurs différences, etc. Ne pas hésiter en fait à aller à la rencontre de ce qu'on pourrait juger de moins beau, parce que c'est là qu'on doit œuvrer le plus et c'est là qu'on peut avoir le plus d'impact. Donc j'aimerais vraiment te remercier, toi, et aussi
toute cette équipe, et je parle vraiment à l'échelle du monde, de l'humanité, tous ces gens comme toi qui dédient leur vie et qui ont pour chemin vraiment en yoga on dit le dharma, c'est vraiment la mission de vie, d'aider les plus vulnérables, les plus fragiles, ou ceux qui sont ou se sentent rejetés de la société, et de leur tendre la main. C'est le plus beau cadeau, et tout le monde n'a pas forcément les outils ou ne se sent pas forcément capable à cet instant précis de le faire. Donc des gens comme vous permettent à ces gens-là de se réintégrer dans le tout. Et c'est vraiment c'est magnifique, et je vais parler pour beaucoup, on vous remercie vraiment de tout ce travail et de cet amour. Je te remercie de m'avoir demandé ce petit moment de partage, et c'était avec plaisir. C'était un honneur et un bonheur. C'était vraiment avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés encore. On vous retrouve très vite pour un nouvel épisode, pour du beau, encore du beau et toujours plus de beau. À bientôt. Merci. On fait du beau.